Alors merci beaucoup à tous d'être venus. Donc pour commencer, les films vont tourner et on saura dans toute la France que le groupe des Yvelines se bouge. Non, nous on veut juste renverser la dictature sanitaire. Je tenais quand même à remercier nos amis de la police qui sont là pour nous protéger. Un travail difficile. Et avec la crise sanitaire, on vous met par-dessus beaucoup de boulot, mais ça monopolise des forces de police qu'on aimerait bien, nous, pour notre sécurité, savoir affecter à notre vraie protection. Alors, pour la police, hip hip hip. Voilà. Alors, pourquoi un collectif ? Eh bien parce que dans ces affaires-là, depuis un an, il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont contents de nous retrouver parce que c'est l'occasion pour eux d'échanger avec des gens qui pensent un peu comme eux. Ils sont entourés, comme nous tous, d'une majorité de citoyens qui subissent la manipulation gouvernementale. Et donc retrouver des gens qui leur ressemblent, ça leur fait beaucoup de bien. Donc nous, déjà, rien que de se retrouver là, ça nous fait du bien. C'est vrai ? Non ? Donc effectivement c'est important d'être en collectif parce que quand on est tout seul, on n'est pas visible. Par contre quand on est nombreux, eh bien on est visible et ça réchauffe le cœur des autres. L'objectif c'est tous les gens qui sont choqués de la façon dont la crise sanitaire est gérée dans ce pays. Et l'objectif c'est de grossir, préparer les bataillons qui un jour se retrouveront à 1 million à défiler dans les rues de Paris. On s'est rendu compte que des gens comme nous, eh bien, il y en a beaucoup. Et il n'y a pas besoin d'aller les chercher très loin. Ils sont là autour de nous. Il y en a plein, des comme nous. Il y en a plein. Des gens qui sont choqués par cette gestion de crise, il y en a plein. Il faut juste les rallier. La façon dont on a fait le collectif, la première fois, ça a été en local, qu'on cherche à nous couper les uns des autres. Eh bien, on cherche, nous, à contrario, à recréer du lien social. Alors, ça a commencé par des pique-niques, on va chercher nos petits plats chez les restaurateurs et au lieu d'aller les manger comme des malheureux tout ça chez soi, on s'installe avec des chaises de camping et on mange sur le trottoir. Comme les enjeux sont nationaux, eh bien, il faut se rallier à des collectifs nationaux. Alors là, je vois qu'il y a plein de gens en bleu. Il y a Amis Entendus, il y a RSA, il y a de Rédaction 19. Donc ce sont des collectifs au niveau national qui permettront de peser sur les décideurs qui, eux, sont au niveau national. Nous, au niveau des Yvelines, c'est de commencer à nous rapprocher entre nous. Entre le groupe de quartier et puis la grosse manif à Paris, eh bien, il y a l'échelon départemental qui a une importance, d'avoir besoin de mutualiser nos forces, et ça, c'est au niveau du département qu'on arrive à le faire. Après, il y a une seconde raison un peu plus institutionnelle, c'est que le 2 mars, il y a eu un arrêté départemental qui a institué cette aberration du port du masque obligatoire en extérieur dans toutes les Yvelines. Alors les Yvelines, c'est un département battu par les vents, avec des forêts, des champs, etc. Donc on a déposé illico un recours contentieux en référé liberté. C'est un ami avocat militant qui gratuitement a monté le dossier. C'est un membre du collectif qui est NAC, ancien magistrat, qui est allé le défendre au tribunal administratif à Versailles, là tout proche. On a été retoqué. Bon, on était à moitié surpris, mais c'est juste la preuve que même les juges administratifs subissent des pressions parce que le dossier était béton. La plaidoirie de notre ami Inarc était béton et on a été retoqué. L'arrêté a été reconduit fin mars. On s'est dit on va changer de mode d'action. Donc on s'est dit on va venir à Versailles, sur la place d'Armes. Alors parce qu'ici, il y a une statue qui est intéressante, c'est Louis XIV, symbole du monarque absolu. Et la 5e République, c'était déjà pas loin, mais depuis qu'on est en état d'urgence reconduit jusqu'à la fin de l'année, c'est encore plus vrai. Et depuis que Castex, à 2 jours de Noël, nous a balancé l'article 24 en proposant de rendre institutionnelle l'activation de l'état d'urgence au bon vouloir du Premier ministre, eh bien on arrive vraiment à un pouvoir absolu avec des pouvoirs que même les secteurs n'ont pas. Nous avons à l'heure actuelle 3 vaccins avec des vecteurs adénoviraux. En réalité, ces vaccins n'ont pas atteint le stade 4 de l'étude des médicaments parce qu'un vaccin, c'est un médicament. Ils en sont tous au stade 3 et donc il y a un côté tout à fait expérimental. Bien entendu, je ne suis pas contre le principe de la vaccination. S'il n'y a plus de variole, c'est grâce à la vaccination antivariolique. S'il n'y a plus de rougeole en Afrique, c'est grâce à la vaccination contre la rougeole. Mais je suis très réservé avec les vaccins qu'on nous propose à l'heure actuelle. Ils ont été préparés à partir de la souche qui circulait en fait en Chine, que j'appellerais la souche historique, mais depuis lors, on sait bien qu'il y a eu des mutations. Et tout repose sur l'idée que les vaccins qui sont préparés contre la souche historique
vont être actifs sur toutes ces souches mutantes qui apparaissent. Eh bien ça n'est pas prouvé. On sait que ces vaccins sont de moins en moins actifs au fur et à mesure que les mutations augmentent. Je suis quand même un peu étonné, vous savez que nous avons une entreprise française qui s'appelle Valneva, localisée à Saint-Herblain, près de Nantes, et qui a mis au point un vaccin qui ressemble un peu à un vaccin chinois, un virus complet inactivé. De mon point de vue à moi, c'était la bonne solution. Valneva n'a jamais reçu aucune subvention ni aucune réponse des autorités françaises. Et c'est assez lamentable. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais se sont intéressés à cette préparation vaccinale et que maintenant, ce vaccin est fabriqué en Angleterre. Bien entendu, avant qu'il ait l'autorisation en Europe et surtout en France, je pense que de l'eau coulera sous le pont. Donc je voudrais résumer. 1. Je ne suis pas contre la vaccination, ce serait idiot. 2. Je suis contre l'utilisation très précipitée de ces vaccins. Il est faux de dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires avec les vaccins ARN. Il y en a. Et ils ne sont pas négligeables. Le plus connu, c'est le choc anaphylactique. Bon, c'est très rare, mais enfin, il y a des gens qui font ça. Et puis alors, avec les vaccins adénovirus, il y a quelque chose de très curieux. Ce sont ces thromboses. Il ne faut surtout pas les traiter à l'héparine. Ce sont les thromboses cérébrales ou viscérales. Et il y a un lien, certainement, surtout chez les jeunes femmes, disons de moins de 35 ans, et surtout si elles prennent la pilule contraceptive. Je crois qu'on a été très vite mettre au point en un an un vaccin en supposant qu'il va traiter le problème. C'est une utopie. Du reste, Antoine Flahault à Genève l'a bien dit, la stratégie vaccinale utilisée en France est hasardeuse. Utiliser le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, qui est un antibiotique certes, mais qui est aussi un antiviral, et le zinc. Donc quand on nous dit que ça ne marche pas, c'est un petit peu honteux. J'ajoute qu'il y a un médecin américain qui s'appelle le Dr Rich, qui a fait une étude, une méta-analyse de plus de 180 papiers relatifs au traitement de l'hydroxychloroquine. Il y en a 120 qui montrent que ça marche. Donc en fait, hydroxychloroquine et l'ivermectine aussi, ça marche. Il n'y a absolument aucun doute. Je voudrais dire aussi un mot sur le masque, parce que évidemment, il y a des études en Suède qui ont été faites et qui montrent que le masque provoque des effets absolument délétères sur le psychisme des petits-enfants. Donc vous allez me dire quel vaccin utiliser? Moi je vais vous dire, mais ne répétez pas, j'attends. J'espère que vous vous souvenez comment ça se passe au restaurant. C'était avant ça. Enfin bon, on va y revenir. Pendant le premier confinement, on va dire que quand même les gens ont accepté ça avec fatalisme puisqu'il y avait un confinement généralisé. Et puis tout le monde s'est attaché à essayer d'obtenir des dédommagements. C'était tellement surprenant. Tout le monde s'est dépêché de remettre son tablier pour refaire un petit peu de trésorerie. Deuxième arrêt ou après un couvre-feu et puis arrêt total au mois de novembre. Il y a des restaurants qui continuent de fonctionner, ceux qui fonctionnent qu'à la vente à emporter. Après, il y en a quand même la plupart qui sont totalement à l'arrêt. Alors il y a eu des mouvements, des collectifs qui se sont créés quand même pour protester. Il y a eu une manifestation qui a été organisée au mois de décembre à Paris qui réunissait aussi les gens de l'événementiel. On doit dire aussi que le gouvernement a mis en place de nouvelles aides à partir de novembre. On est mieux aidés. Il n'empêche qu'il y a des gens qui sont quand même en situation catastrophique. Tout dépend du statut juridique, de votre taux d'endettement, le montant de votre loyer. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont en grande difficulté. Il y a eu le mouvement d'ouverture du restaurant le 1er février auquel j'ai adhéré. J'ai fait du mailing auprès de mes clients pour avertir que j'allais ouvrir, en signe de protestation contre cette situation inadmissible. Et j'ai eu merci aux clients qui sont venus. Nous étions 14 à table, donc pour moi c'était bien. Et puis à 12h20, la municipale se pointe, bien sûr, en me faisant la morale, en me disant « Vous savez, madame, c'est pas bien. Si je fais remonter votre dossier au préfet, vous n'aurez plus d'aide. » Oui, merci monsieur l'agent, je le sais. Moi, toute ma trésorerie que j'avais accumulée dans l'année 2020, tout s'est envolé parce que à cause de l'arrêt. Il a été gentil avec moi quand même. Il m'a dit écoutez madame, allez, vous avez 14 clients là, vous êtes dans l'illégalité, donc vous allez faire partir vos clients et je viens faire un contrôle dans 1 heure. Donc, je me suis dit allez, on a 1 heure pour manger, on sert tout le monde. Et ils sont revenus 2 heures après. Voilà.
Donc ils ont été, on va dire, sympas. Et je sais qu'il y a des policiers qui ont connaissance des restaurants clandestins. Et avant de faire une descente dans ces restaurants, ils les préviennent pour leur éviter la fermeture carrément administrative. Depuis le début de l'année, on repousse de mois en mois notre date d'ouverture parce qu'on devait rouvrir le 20 janvier. Et puis voilà, c'est repoussé. Là, aux dernières nouvelles, on parlerait du 15 mai. Alors ok, si on rouvre le 15 mai, c'est très bien. Simplement, dans quelles conditions on va réouvrir? Parce qu'il semblerait qu'on puisse réouvrir seulement les terrasses et que le midi, ça nous fait 25% de notre chiffre d'affaires. Il faut payer quand même 100% du loyer. Il faut quand même faire revenir le personnel. Comment est-ce qu'on peut s'en tirer comme ça? On est dans l'attente, on est dans la plus grande incertitude. Et on espère vous revoir bientôt chez nous. Créer des groupes locaux, des groupes d'entraide. Si vous ne savez pas quoi faire exactement, si vous ne savez pas exactement comment on anime un groupe, en fait c'est très simple, il suffit de partager quelques centres d'intérêt, partir faire des promenades en forêt, je sais que dans le coin il y a des jolies balades, faire de la cuisine ensemble, faire des repas. Déjà dans un premier temps, vous vous mettez en lien les uns avec les autres, vous débranchez vos télés et vous reconnectez avec le monde réel. Et puis à partir de là, vous serez des petits groupes et vous serez capable de faire face à la dictature sanitaire qui est en train de se mettre en place, parce qu'il est impossible de faire face à ce déchaînement politique seul. Ensuite, je vais juste me permettre de vous lire un petit texte. C'est un édito qui a été édité par Réinfo Covid il y a peut-être un mois de cela, un petit peu moins d'un mois, et c'est une lettre de remerciement. Et donc c'est toute l'équipe de Réinfo Covid qui adresse un grand merci à tous ces contradicteurs et au coronavirus en particulier. Tout d'abord, chapeau bas à tous ceux qui ont réussi à transformer le coronavirus en crise sanitaire mondiale, en pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus ou dogmatiques. Nous tenons par cet article à leur exprimer toute notre gratitude. Gratitude qui vient du mot grâce. Oui, nous avons été touchés par la grâce grâce à vous. Cette crise est une révélation, un dévoilement, une apocalypse. Et après l'apocalypse vient un autre monde. Nous ne reviendrons jamais au monde d'avant, n'en déplaise à ceux qui s'y accrochent encore. Depuis plusieurs années, nous sentions bien que plusieurs choses clochaient dans ce monde. Pris par la vie de tous les jours, avec ce sentiment confus d'un quelque chose qui n'allait pas, nous errions sans vraiment comprendre, nous raccrochant à ce monde vicié pour éviter la douleur de s'en détacher. Heureusement, le virus et son narratif burlesque, envahissant la surface du globe, est arrivé, nous arrachant nos œillères, nous laissant contempler le désastre. D'abord, nous avons essayé de comprendre. Je peux vous le dire, et nous n'avons jamais autant travaillé, et je veux vous faire mal, nous sommes tous bénévoles. Nous avons épluché tous les articles de science, toutes les informations, lois, décrets, ordonnances. Nous avons lu toutes les informations, celles des médias mainstream, comme celles des médias complotistes, entre guillemets. Nous avons appris à maîtriser Internet, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, la communication non violente. Nous avons écrit, filmé, publié, coordonné, dessiné, chanté, dansé, créé des œuvres d'art. Nous nous levons aux aurores et nous nous couchons lorsque nos yeux se ferment. Vous vouliez nous appauvrir, vous nous avez tant enrichis. Nos connaissances sont plus grandes, nous nous sommes découverts de nouveaux talents, nous avons repoussé nos limites. Plus que jamais, nous sommes emplis d'espoir, de courage et d'allégresse. Vous vouliez notre mort, mais nous nous sentons plus vivants et rayonnants que jamais. Vous vouliez nous désespérer, nous n'avons plus besoin d'espoir pour entreprendre. Grâce à vous, nous avons pu cerner ce que nous ne voulions pas. Nous ne voulons pas vivre masqués. Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des autres. Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de donner la mort à nos proches en transmettant un virus. Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois pour tous les virus qui sont ou viendront. Nous ne voulons pas de passeport sanitaire, de reconnaissance faciale. Nous ne voulons pas vivre fichés. Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. Vous vouliez nous séparer. Attention, distance sociale de 1 mètre, puis 1,50 m, puis 2 mètres avec les nouveaux variants. Vous nous avez rassemblés. Vous vouliez nous faire peur, nous sommes sortis de la caverne. Jouez tout seuls avec vos ombres. Vous vouliez nous abrutir devant la télévision,
nous l'avons éteinte. Et demain, nous jetterons devant nos seuils tous vos biens de consommation à l'obsolescence programmée. Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous surveiller, nous reconnaître facialement, nous pucer peut-être. Nous avons faim de liberté. Vous vouliez nous vendre des médicaments coûteux, à l'efficacité et à la sécurité douteuse. Nous arpentons d'autres chemins de santé. Vous vouliez nous imposer votre vision du monde marchande, basée sur la dette éternelle, la dépossession intégrale, jusqu'à celle de nos propres vies. Nous posons les premières pierres d'un autre monde enthousiasmant, basé sur la gratitude, la joie et la présence de l'autre. Alors, un immense merci à vous pour tous ces bienfaits. Voilà, merci à tous. Le combat ne fait que commencer. Bon courage, mettez-vous en réseau, mettez-vous en action. Ne soyez plus spectateurs de ce qui se passe, mais acteurs. Merci à tous, bon courage. Très content d'être là parmi vous. Je suis extrêmement préoccupée par ces contraintes sanitaires terribles qui pèsent sur la santé, la psychologie, les apprentissages de tous nos enfants et de nos jeunes. Je voulais juste vous informer qu'il y a un collectif d'enseignants qui se sont regroupés il y a quelques semaines dans l'intention de porter la parole des professionnels de l'enfance. On a décidé de rédiger un manifeste pour exprimer les préoccupations des enseignants. Quand on s'est engagé pour enseigner auprès des enfants, c'est pas pour imposer des protocoles qui les rendent malheureux, qui leur donnent envie de se suicider. Ça devient même tabou d'ailleurs, ils en parlent même pas à leurs parents. Ils peuvent en parler aux psychologues ou aux gens qui en périscolaire, à la bibliothèque, à des profs particuliers qui viennent chez eux. Mais malgré tout, on est encore isolés. Et donc là, on a commencé à se regrouper, donc c'est un grand espoir. On est en train de rédiger ce manifeste quand il sera diffusé. Donc bien sûr les professionnels de l'enfance, mais toute personne peut le signer. Alors quand on dit professionnels de l'enfance, là j'ai parlé des enseignants, il y a aussi les assistantes maternelles, donc les gens qui travaillent en périscolaire. En tout cas je pense qu'une grande majorité doivent souffrir de devoir imposer ça aux enfants, mais pour le moment il n'y a pas de visibilité de leur position. Donc c'est ça qu'on veut mettre en avant. Donc si il y a des gens parmi vous qui sont enseignants, qui connaissent les enseignants, ou des gens qui travaillent avec les enfants, qui veulent apporter leur concours à la rédaction de ce manifeste, parce que c'est pas normal qu'on en arrive à... Il y a de plus en plus de parents qui veulent retirer leurs enfants, qui parlent de retirer leurs enfants de l'école. C'est pas possible, quoi. Ils ont besoin de l'école, ils ont besoin de leurs copains, de leurs copines, de vivre leur vie d'enfant. Et c'est quand même incroyable qu'on en arrive là. C'est que de la même manière que les médecins auraient dû se lever en masse au début quand on leur a interdit de prescrire, ils auraient dû se lever en masse. Là, les enseignants devraient se lever en masse. Moi, je leur donne pas de leçons. Je suis partie de l'éducation nationale, je ne vais pas leur donner des leçons. Je dis simplement que quand on est tout seul, c'est sûr qu'on a peur. Parce qu'on va stigmatiser, Mais si on est nombreux, c'est fini, quoi. Donc, mais c'est en train de grandir, c'est en train de grandir. Moi, on me fait penser à la résistance de 40, excusez-moi, mais moi, ça me fait penser vraiment à ça. Je les comprends, en fait, les résistants. Je me dis, on est comme eux. On est le signe, là, que ça bouge partout. Il y a plein de gens qui pensent la même chose mais qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas le faire, que ce soit des enseignants, des médecins, les médecins d'ailleurs ils se sont regroupés dans un grand collectif coordination santé libre. Mais c'est pareil, il y a beaucoup de médecins derrière la coordination qui n'osent pas se mettre en avant parce qu'ils ont peur. Et donc on est comme les résistants, il faut continuer. Et donc si vous avez des enseignants autour de vous, surtout il faut leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, merci, au revoir. Ce collectif est composé de comédiens, de producteurs, de chargés de diffusion, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge de vendre les spectacles, de musiciens. On a créé ce collectif en se disant ce n'est pas possible qu'une deuxième fois on nous interdise de jouer après cette petite fenêtre entre septembre et octobre. Puis très vite on s'est rendu compte que ça allait au-delà de la culture, qu'on n'était pas les seuls concernés, qu'il y avait aussi des gens en souffrance et en manque de sortie, de se nourrir intellectuellement, parce que la santé ce n'est pas uniquement de prendre des médicaments ou de rester chez soi avec du Doliprane, c'est aussi se nourrir intellectuellement. Ce collectif s'est très vite rapproché des médecins, de la coordination santé libre, qui cherchaient des artistes pour mettre en œuvre leur projet de sport sur ordonnance. Voilà, donc on a créé à Paris le premier sport sur ordonnance Place de la République et demain ça fera donc la 11e édition. Pour l'instant nous avons encore l'autorisation de le faire. Ça se fait dans la joie, dans la douceur, dans la bienveillance, mais ce qu'on se prend en face c'est quand même extrêmement violent.
très très violent et que ça fait 1 an qu'on a donné le pouvoir à la peur et que ce sont ceux qui ont peur qui ont raison. Et moi personnellement je suis fatiguée d'entendre comme argument oui mais c'est mondial et tu n'as jamais vu quelqu'un souffrir du Covid. J'ai vu des gens partir du cancer, j'ai vu des gens plonger dans Alzheimer, j'ai vu des gens, j'ai tenu la main de quelqu'un de très proche qui est parti il y a quelques mois. Ce que cette expérience nous apporte, c'est juste la relation à la maladie et à la mort et qu'on aura peut-être plus vite fait d'accepter que ça fait partie de notre vie, de notre société, qu'on aura peut-être plus vite fait de tenir la main de ceux qui partent plutôt que de les mettre dans des sacs plastiques parce que ça c'est criminel. Je crois qu'à un moment donné, ça ne suffira plus de se rassembler comme ça gentiment en chantant des petites comptines. Je crois que ce qui nous arrive, c'est un vrai rouleau compresseur et la seule chose qu'on arrivera à faire, c'est peut-être dévier la trajectoire, mais ça nous arrive vraiment. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça et s'unir effectivement pour se renforcer et avancer ensemble. Voilà pour moi. Je complète juste pour dire que donc maintenant Amis Entendus est une association de loi de 1901, qu'on a aujourd'hui 200 adhérents. Si vous voulez adhérer, ce serait facile, vous tapez sur internet, c'est 10 € l'adhésion, c'est pas très cher. Ce qui compte, c'est le nombre et qu'on s'informe tous. Il y a plus de 13 lieux en France qui sont occupés aujourd'hui, notamment évidemment l'emblématique Théâtre de l'Odéon depuis presque 2 mois maintenant. Comme vous pouvez le constater, les médias n'en parlent pas. Voilà, on a vraiment devant nous le traitement de l'information qui est fait dans cette crise est vraiment un scandale parce que tous les médias importants, tous les médias mainstream ont le même discours. C'est un discours qui est pro-gouvernement, qui écarte tous ceux qui peuvent s'opposer un tout petit peu ou ont la moindre contradiction à apporter, même quand c'est des contradictions qui sont totalement argumentées. Donc on est vraiment en face d'une dictature, on peut le dire, à partir du moment où on a un Conseil national de défense qui donc prend des décisions sans qu'il y ait aucun compte à rendre, sans qu'on sache qui en fait partie et sans qu'on sache quels sont les ordres du jour, et en sachant que ces gens-là, quels que soient les résultats des décisions qu'ils ont prises, ne seront absolument pas inquiétés, ils sont protégés. On sait que l'Assemblée nationale ne sert plus à rien aujourd'hui, puisque on leur présente des lois qui sont juste faites pour être entérinées, il n'y a aucun débat. On est vraiment dans un moment très particulier de notre histoire. Personnellement, le couvre-feu, les Ausweis pour pouvoir se déplacer, ma grand-mère m'en parlait, mais c'était pendant la guerre, en 39-44, quand Paris était occupé. Au niveau de la réouverture des lieux culturels, on ne sait toujours rien, c'est le flou le plus total. On nous dit le 15 mai, avec des jauges à 35%. Pour tous ceux qui sont dans les métiers artistiques, on sait qu'une jauge à 35%, personne ne peut vivre dans un théâtre avec une jauge à 35%. Pour qu'un spectacle arrive à l'équilibre, il faut au minimum 60% de remplissage. Donc quand on nous dit 35%, c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est vraiment pour que la majorité de la population qui n'est pas au courant de ces règles de base croit que les choses se font alors qu'elles ne se font pas. À la date où on est aujourd'hui, on devrait être prêt à partir avec les valises, et là on n'a aucun contrat de signé, on ne sait pas où on va. Et pour ce qui concerne aussi le problème des intermittents du spectacle, un gros enfumage, puisque vous avez annoncé, oui, les intermittents ont obtenu une année blanche, donc ils touchent leurs allocations chômage, donc maintenant qu'ils se taisent, ils n'ont plus rien à dire, ils ne sont pas les plus malheureux. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, tous les intermittents du spectacle ne perçoivent pas d'allocation chômage, loin de là, et d'autre part, ceux qui en perçoivent une, en moyenne, ça représente 50% de leurs revenus, ce qui veut dire que pour tous les artistes et techniciens qui sont dans cette situation, depuis plus d'1 an maintenant, ils perçoivent 50% de leurs revenus en moins. Je voudrais savoir s'il y a un seul homme politique qui prend des décisions, un seul député, un seul sénateur qui depuis 1 an a eu ne serait-ce que 10% de moins sur ses salaires. Ces gens-là n'ont pas été touchés par les décisions qu'ils ont prises. C'est ça qui est le vrai scandale, c'est qu'ils prennent des décisions qui mettent des gens dans une galère noire, mais eux n'en subissent absolument pas les conséquences. Il faut fédérer, monter des collectifs, se réunir, et il faut foutre ces gens-là dehors parce que ce sont des incapables. Et pour finir, si vous n'avez pas les restaurateurs dans la rue ou les propriétaires de théâtre, c'est tout simplement parce que ces gens-là touchent le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, c'est de l'argent qui leur tombe tous les mois et qui fait que pour certains, et pour beaucoup, même la majorité, ils gagnent plus d'argent en étant fermés qu'en étant ouverts. Donc là, évidemment, la paix sociale, elle est assurée avec ça. Mais à un moment donné, tout cet argent, il va falloir le rembourser. Dans 1 an ou 2 ans, on va commencer à voir vraiment quels sont les effets de toutes les mesures complètement hallucinantes qui ont été prises pendant ces 1 an et 2 mois. Nous, on est tous les dimanches place de la République, et puis bien sûr, on organise d'autres actions. Il suffit d'aller sur notre site pour en prendre connaissance. Et donc, continuons le combat. Le mot d'ordre, c'est vraiment résistance. Collectif Tomber les masques pour nos enfants 78 qui regroupe les villes de Maisons-Laffitte, Ménil-le-Roi, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, enfin assez étendu dans les Yvelines. Voilà 6 mois depuis le 2 novembre 2020 que le gouvernement a imposé le port du masque chez nos enfants en élémentaire.
alors que 2 mois avant, au protocole de septembre 2020, nos ministres déconseillaient ce même masque chez nos 6-11 ans. Voilà 6 mois que le masque est imposé à nos enfants, alors même que la Société française de pédiatrie a compilé, le 27 octobre 2020, à la veille de l'imposition de ce port du masque, de nombreuses études à travers le monde qui montrent que l'enfant, en dessous de 12 ans, est peu contaminé, très peu contaminant et souvent asymptomatique. Au 25 janvier 2021, la Société française de pédiatrie redit à nouveau que d'innombrables études publiées dans des revues scientifiques de haut niveau, dans tous les pays et sur tous les continents, ont confirmé que les enfants de moins de 11 ans non seulement présentaient beaucoup moins de formes graves, mais étaient aussi moins contaminés et beaucoup moins contaminants, et ce, malgré les variantes. En Suède, où crèches et écoles sont restées ouvertes sans port de masque, les enseignantes d'enfants âgés de 7 à 16 ans avaient 2 fois moins de risques de Covid-19 que des adultes exerçant d'autres métiers. La Société française de pédiatrie a trouvé qu'il y avait les mêmes données depuis Israël. L'épidémiologiste suisse Didier Pittet, qui est aussi le président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19, a déclaré le 18 février 2021 « Le masque pour les enfants de moins de 10-12 ans ne devrait pas être porté ». La Société française de pédiatrie elle-même dit « Un paradoxe doit interpeller ». Alors que les enfants ne meurent pas de la Covid-19, un grand nombre est en grande souffrance psychologique et dit avoir envie de mourir. Voilà plus de 6 mois que des centaines de professionnels de santé et de l'enfance alertent sur les effets néfastes d'une telle mesure chez les enfants. Effets néfastes sur les apprentissages, effets néfastes physiologiques, effets néfastes psychologiques et sociaux. Marie-Estelle Dupont, psychologue, a alerté dans son hôpital, sur une semaine, elle a alerté 3 enfants de moins de 11 ans, s'étaient défenestrés. Voilà 6 mois que nos gouvernants disent à nos enfants qu'ils doivent protéger les adultes. Depuis quand ce sont les enfants qui protègent les adultes? Monsieur Macron préfère offrir 10 séances chez le psychologue pour que nos enfants acceptent l'inacceptable. Le masque n'a pas été imposé en élémentaire. En Suisse, en Finlande, en Norvège, en Suède, dans les Pays-Bas, au Danemark. Eh oui, la France est parmi les pays d'Europe ayant imposé aux enfants les mesures sanitaires les plus dures, avec le port du masque dès 6 ans. Et elle fait partie d'un groupe de pays comme la Grèce, la Pologne, la Bulgarie, l'Italie et l'Espagne, qui dès 6 ans ont imposé ce port du masque, et à plus forte raison également dans le secondaire. Alors avec quelques petites différences près, c'est que en Espagne et en Italie, selon les régions, il y a des modalités qui sont adaptées pour le port du masque. Mais grosso modo, nos enfants passent plus 6 heures au mieux quand ils ne vont pas à la cantine, mais ça peut être jusqu'à 8 heures ou 10 heures par jour avec le masque sur le nez. Il y a aussi un groupe de pays en Europe qui n'ont pas imposé le masque dans les élémentaires, mais l'ont imposé dans le secondaire. Donc c'est le cas des Pays-Bas. Les enfants portent le masque à partir de 13 ans. Ils le portent dans les couloirs, mais quand ils sont assis en classe, ils ont le droit de le retirer. Le Danemark, les enfants en élémentaire ne le portent pas. Ils le portent dans le secondaire. Idem pour la Belgique, à partir de 12 ans. Et pour la Suisse également, ils le portent à partir de 12 ans. Un cas à part, l'Autriche, qui avait imposé le port du masque à l'école. Et puis, par une décision judiciaire, la Cour suprême autrichienne, qui dès le mois de décembre 2020, a rejeté le port du masque à l'école. Donc la Cour constitutionnelle a jugé que c'était une mesure illégale. Donc aujourd'hui, l'Autriche a montré la voie par voie judiciaire. Pareil, la Bosnie-Herzégovine, la Cour constitutionnelle a souligné que l'obligation du masque était aussi anticonstitutionnelle. Il y a eu des décisions judiciaires aussi en Allemagne, là, assez récemment. Le tribunal des affaires familiales de Weimar a décidé d'interdire
dans 2 écoles, le port du masque, la distanciation physique et les tests salivaires rapides. Ce tribunal des affaires familiales est arrivé à la conclusion que les mesures citées plus haut représentaient un risque réel pour le bien-être mental, physique et émotionnel de l'enfant et que cela constituait une violation des droits de l'enfant au regard de la loi, de la Constitution et des conventions internationales. Il y a eu une deuxième décision juridique, toujours en Allemagne, donc ça bouge quand même plutôt en Allemagne. Pareil, le tribunal des affaires familiales de Wilheim a décidé une exemption de masque à l'école. C'est que toutes ces petites avancées, ça peut faire jurisprudence. En France, pour vous résumer, il y a eu notamment un collectif d'avocats toulousains qui a déposé un référé liberté devant le Conseil d'État. Réaction 19 avec Maître Brouza, pareil, il a déposé une action au pénal. Et puis il y a le collectif des parents d'Angers qui a poussé le gouvernement, pareil, à s'expliquer par écrit sur le port du masque. Mais ils ont été déboutés le 11 janvier par le Conseil d'État. Et ce collectif de parents a décidé de porter cette plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais les collectifs de parents se bougent et ont décidé encore de déposer des recours. Voilà. Et Mireille va vous en dire 2 mots. Il faut savoir que les collectifs de parents qui sont contre l'obligation de ce port de masque ont réussi à se fédérer au niveau national. Nous avons 2 recours en excès de pouvoir qui ont été déposés au Conseil d'État le 15 mars. Un premier recours avec Maître Guyon de l'association Click and Rocket, qui a déposé un recours donc pour 7 requérants impactés lourdement par la mesure du masque à l'école. Et ensuite, il y a eu un deuxième recours initié par un collectif de parents de Sarthe, les parents atterrés, qui est suivi par des centaines de parents dans toute la France. Il y a donc 450 requérants de parents d'enfants âgés de 6 à 11 ans. Et ce recours est fait avec Maître Clarisse Sand, qui est avocat au barreau de Paris et qui travaille aussi pas mal au niveau européen. À ce jour, il y a eu quasiment 1000 requérants. C'est un record inédit pour cette juridiction. Et donc, normalement, à la reprise de l'école, il y aura un référé ou un référé suspension, référé liberté qui sera également déposé, une façon d'enclencher la plainte ou le recours au niveau du Conseil européen des droits de l'homme. Donc voilà, on y croit, on lâche rien. En tout cas, les choses bougent même au niveau de la France. 1000 requérants va peut-être faire réfléchir un petit peu le Conseil d'État et le gouvernement qui reviendront sur leurs décisions. Merci. Donc pour moi, ça a été super important de rejoindre un collectif, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un certain nombre de préconisations pour changer de cap. La règle des 3 S. Le premier S, c'est savoir. Et je pense que, évidemment, aujourd'hui, c'est bien ce qu'on essaye effectivement de nous cacher. On a quand même possibilité de développer notre savoir. Le deuxième S, c'est stratégie. Pour être efficace, donc c'est important que nous tous, les collectifs qui sommes en train de réfléchir. Et le troisième S, en fait, c'est soutien mutuel. Donc le soutien, ça passe déjà par se soutenir soi-même et donc de commencer en priorité par prendre soin de nous et donc évidemment de faire en sorte de développer notre immunité, qui est le meilleur rempart. Et évidemment, le soutien mutuel, c'est au sein du collectif parce que évidemment, ensemble, on est plus riche et on va plus loin. De libérer l'imagination. Donc effectivement, soyons créatifs et on voit bien qu'on l'est ici aujourd'hui. Soyons contagieux dans cette vision inspirante d'un autre monde. Entretenir l'énergie et l'enthousiasme et oser croire que c'est possible, les objectifs et les ressources que nous avons tous pour pouvoir construire autre chose ensemble. Lorsqu'il avait 10 ans, Boris Cyrulnik a dû se cacher. Il vivait en France pendant l'occupation allemande et devait rester invisible pour survivre. L'épreuve extrême dont Boris Cyrulnik a fait l'expérience lui a permis de se poser des questions sur ce qui nous aide à trouver de la force, ce qui développe notre résilience. En travaillant avec des enfants maltraités, des enfants soldats en Colombie et des survivants du génocide au Rwanda, il est devenu l'un des plus éminents psychologues au monde à aborder le problème de comment les enfants peuvent se remettre des traumatismes. Dans son livre, il écrit « Le résilient ne peut pas échapper à l'oxymore dont la perle de l'huître pourrait être l'emblème. Quand un grain de sable pénètre dans une huître et l'agresse au point que, pour s'en défendre, elle doit sécréter la narque arrondie, cette réaction de défense donne un bijou dur, brillant et précieux. Nous vivons un moment où le corps vivant de notre terre est attaqué. Cependant, l'agresseur n'est pas une force étrangère,
mais notre propre société de croissance industrielle. Dans le même temps, un processus de récupération extraordinaire est en cours, une réponse créative, vitale, que nous appelons le changement de cap. Ce qui nous aide à faire face au triste état dans lequel nous sommes, c'est la connaissance que chacun de nous a une importante contribution à offrir en apportant sa pierre à l'édifice. Une huître en réponse à un traumatisme fait pousser une perle et nous faisons pousser pour offrir ainsi notre don de l'espérance en mouvement. Donc je pense qu'on peut effectivement faire beaucoup quand on est ensemble. Merci à tous. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent dans le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des vieux isoles. Dis-leur nos corps qui vibrent. Février 2021, il y a un conseil scientifique indépendant qui s'est mis en place. Il est indépendant de la politique, indépendant des pouvoirs financiers, indépendant de la pharmacie, indépendant de la presse. En dur, il est constitué de 7 médecins, d'un mathématicien et d'un pharmacien biologiste. Il peut faire appel aussi à des personnes ressources pour traiter certains problèmes, pour certaines choses. Donc l'objectif de ce conseil indépendant, c'est de donner une information loyale, juste et accessible au grand public et également accessible aux médecins. Parce qu'il faut bien voir que les médecins, ils se font perfuser des informations par l'ARS, par la HAS, par la Direction Générale de la Santé, mais ils ont aussi besoin d'informations justes et loyales. Ce conseil aussi, très important, il se réunit tous les jeudis soirs à 21h en visio sur Internet, donc vous pouvez très bien y assister, vous ne pouvez pas participer et poser des questions, mais vous pouvez écouter, vous pouvez même réécouter les précédents. Ils ont parlé de la surmortalité de 2020. En 2020, il y a eu effectivement une surmortalité de 7,5% par rapport à 2019. Bon, c'est pas négligeable. Mais elle s'explique de la façon suivante. D'abord, elle a touché une partie de la population la plus âgée. Et elle s'explique aussi par le fait qu'en 2020, la mortalité a été la même à peu près qu'en 2015. Et que dans les années qui ont suivi, 2016, 2017, 2018, il y a eu des événements sanitaires beaucoup moins violents. Donc il y a eu moins de personnes décédées. En même temps, la population a vieilli. La population vulnérable a vieilli aussi. Si bien qu'en 2020, effectivement, le Covid en a fauché un certain nombre. D'ailleurs, c'est ce que le professeur Christian Perron, qui fait partie du conseil scientifique, dit, il y a une moisson de décès. Bon, mais c'est assez courant, c'est même constant en médecine de trouver une période de surmortalité après des périodes de sous-mortalité. Un autre point qu'ils ont traité aussi récemment, c'est le traitement ambulatoire précoce. Donc ambulatoire, ça veut dire qu'on peut le faire à la maison. Bon, on va pas revenir trop, mais c'est pour dire que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, la colchicine, tout ça, ça peut être prescrit par des médecins. Et ce qu'ils ont dit aussi tout récemment, c'est que le fameux décret qui avait été pris par notre ministre de la Santé, on pourra lui faire une ovation tout à l'heure, pour interdire l'hydroxychloroquine suite à l'étude frauduleuse publiée dans le Lancet, et ce décret, il est tombé avec la fin d'un état d'urgence. Alors je ne sais pas où on est dans l'état d'urgence, mais ce que dit le Conseil scientifique, c'est qu'il est tombé ce décret le 11 juillet 2020, quand il y a eu une proclamation de la fin de l'état d'urgence ou de l'état d'urgence sanitaire, je ne sais pas. Toujours est-il que les médecins peuvent le prescrire, et certains ne le savent pas, ils pensent que c'est encore interdit. Il y a les tests PCR. Bon, les tests PCR, le protocole d'utilisation, il n'est pas du tout transparent. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont testés positifs qui n'ont rien. Il y a des gens qui sont testés positifs qui peuvent être malades. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une épidémie de tests PCR, en fait. Et ce que propose le Conseil... Oui, c'est ça. Ce que propose le Conseil scientifique indépendant, c'est de cesser de se baser sur les cas positifs pour justifier des mesures liberticides qu'on nous inflige. Ils ont fait une étude très intéressante. Là, c'est entre autres avec le mathématicien.
sur les masques pour les enfants. Alors ça porte sur une population de 0 à 14 ans. Ils ont repris les données de Santé publique France, donc on ne peut pas contester. Hein. C'est les données de Santé publique France de 2018, 2019, 2020. Et puis ils ont montré clairement, on ne va pas faire la démonstration ici, hein, ils ont montré clairement que l'inutilité complète du port du masque pour les enfants, enfin pour la propagation du Covid chez les enfants, pardon. Et par contre, il semble qu'il crée une augmentation importante de certaines pathologies respiratoires comme l'asthme ou les pneumopathies. Et d'ailleurs sur leur étude, si vous la regardez, hein, sur Internet, ça se voit très bien les courbes, c'est clair et net. Ainsi, un tout petit complément, vous allez voir qu'on fait des liens avec les autres finalement sur les vaccins, mais ça va être très court. Faut savoir que l'UE, l'Union économique, a commandé à l'heure actuelle 2575 millions de doses de vaccins à 6 laboratoires. Je répète, 2565 millions de doses, 2,5 milliards et des poussières. Alors ça, c'est pas le conseil scientifique qui le fait, c'est nous. Si on s'amuse à diviser ce nombre de doses par le nombre d'habitants de l'UE, 450 millions, ben ça fait 6 doses par personne, donc à la nôtre. Hein. Et enfin, un point aussi qu'ils ont abordé, bon, vous allez me dire, vous n'allez pas découvrir peut-être, mais c'est la corruption systémique. Le Conseil scientifique indépendant reprend même des propos de la Commission européenne, laquelle écrit « Les commissions occultes et la corruption dans les marchés publics et le secteur pharmaceutique demeurent préoccupants ». Et pour conclure là-dessus, il faut savoir aussi qu'un certain nombre de grands journaux de médecine disent que depuis un certain temps déjà, leurs études sont biaisées. Et pour l'illustrer concrètement, le rédacteur en chef du BMJ, le British Medical Journal, il a dit il y a quelques mois, dans une interview, Covid-19, politicization, corruption and suppression of science. Covid-19, vous avez compris. Voilà. Janvier et février, avec mes 2 Covid successifs. Et donc on m'a demandé de témoigner au mois de février, après que monsieur Véran nous ait gentiment organisé un couvre-feu à 18h pour bien rassembler tout le monde dans le train à la même heure. Une de mes filles, probablement, m'a rapporté le Covid à la maison, puisque moi j'étais enfermé, donc il est forcément venu par un facteur extérieur. Un jour, ma fille m'appelle affolée, elle me dit « Oh là là, papa, j'ai perdu le goût, je perds le goût, je perds l'odorat. Tu sais que comme j'habite chez Bonne Maman en ce moment, qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Tu fais comme d'habitude, tu évites les effusions de bisous avec ta grand-mère. Tu l'informes simplement que tu gardes un peu tes distances par simple précaution. » Sa grand-mère a 83 ans. Et la grand-mère n'a strictement rien attrapé, d'une part. Par contre, je pense que ma première fille m'avait filé la première version. 3 semaines après, le goût revient, l'odorat revient, un peu de guingois. Les aliments avaient un drôle de goût, mais ça revient dans l'ordre au bout de 3 semaines. Mais j'ai dû choper le variant breton. Un dimanche 14 février, après le déjeuner, je tombe comme une pierre. Je dis à ma femme, je vais faire une sieste. Et finalement, je me suis réveillé 8 heures après. J'étais complètement à plat. Je me dis, ça y est, j'ai pris un coup de froid. Alors au bout de 7 jours à peu près, les bronches qui s'encombraient, je me dis, ça y est, moi qui suis fragile des bronches, je suis parti pour une bronchite par-dessus. Et puis finalement, 2-3 jours après, plus de problème de bronches, mais par contre, une véritable léthargie. Bon, après le coronavirus, la version hard, je dis pas que c'est une grippette. Je dis que c'est un truc qui vous casse bien. J'avais du mal à prendre une tasse de tisane pour la porter à ma bouche. Je refusais l'idée d'appeler les urgences parce que, comme tous ceux qui passaient par là se retrouvaient avec une bouteille d'oxygène et un Doliprane, moi, a priori, ça me convenait pas. Ma femme a fait un peu le tour des médecins qu'on avait aussi bien dans notre entourage qu'ailleurs. Elle en a parlé à droite à gauche. Et puis, finalement, un médecin qui traite mes parents a simplement répondu « Avec les paramètres que vous me donnez, il a le Covid. Donc on va le soigner. » Mais j'y croyais pas trop. Ce médecin m'envoie une ordonnance à la pharmacie de mon village où, curieusement, ils avaient tout ce qui était prescrit. Ce qu'on appelle UV-dose, une forte dose de vitamine D, accompagnée d'azithromycine, de rubozinc, et pour terminer, en fait, la fin du traitement par de l'ivermectine. Non seulement j'ai récupéré le goût, l'odorat que j'avais perdu cette fois-ci, mais en totalité. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu le corona en version aggravée, parce que finalement, moi j'ai eu une version aggravée, non pas
parce que je croyais que j'avais aucun, comment on appelle ça, là, les comorbidités. Mais finalement, le médecin qui m'a filé ce traitement m'a découvert un prédiabète. Tant mieux, vive le coronavirus. Il m'a permis de découvrir un prédiabète qui se soigne très bien, alors que le diabète est beaucoup plus difficile. Donc finalement, quand j'ai pris de l'azithromycine avec de la vitamine D et du rubozinc, déjà en l'espace de 6 heures, j'étais capable de me lever. Le lendemain matin, j'avais récupéré presque toutes mes forces, alors que je n'avais fait qu'une prise de 2 cachettes de 150 mg d'azithromycine. Alors on m'a dit, Bertrand, arrête tes conneries. Tout le monde sait qu'un antibiotique ne soigne pas des virus. Oui, très bien, très bien. Et bien qu'un marabout africain ou indien, je veux pas savoir si c'est un charlatan, un pas charlatan, toutes les conneries, excusez-moi, que nous racontent tous ces abrutis de fonctionnaires. Quand j'étais remis sur pied, quand j'entends dire « Je vous affirme qu'il n'y a aucun moyen de traiter le coronavirus », je me dis, mais ce type veut ma mort. Alors du coup, j'ai même mis sur mon profil LinkedIn. Alors il paraît qu'il faut pas le faire parce qu'on va perdre tout son chiffre d'affaires. Je m'en fous. Avec les quelques personnes intelligentes qu'il y a en France, mon chiffre d'affaires se portera comme il devra se porter. Mais par contre, je n'admets pas qu'on dise qu'on ne peut pas soigner quelque chose, puisque finalement, ce discours du non-soin ne vise qu'une chose, c'est forcer les gens à se faire piquer avec une saloperie dont on ne connaît pas les conséquences. Alors je précise au passage, je ne suis pas fondamentalement anti-vaccin. C'est pas le coronavirus qui tue, c'est la connerie. Et par contre, le médecin qui m'a soigné, il ne souhaite pas avoir tous les patients de la Terre. Pour une raison toute simple, c'est que maintenant, avec le numéro RPPS des médecins, la sécurité sociale, c'est exactement ce qu'ils prescrivent en quelle quantité. Et à partir de là, on peut appliquer la dictature. Et quand je dis dictature, je crois que je pèse mes mots. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'ayez pas peur du coronavirus. Essayez de trouver un médecin qui vous soigne. Il y a des traitements. Et en résumé, sachez simplement que j'ai été guéri du coronavirus en version aggravée beaucoup plus rapidement que d'une angine. Par contre, il ne faut pas mentir derrière, il m'a fallu 3 semaines pour récupérer une respiration normale, en marchant tous les jours avec mon épouse et mes enfants. Voilà, voilà. Enseignez aux enfants les virus. Éduquez vos enfants, ne les laissez pas penser par eux-mêmes. C'est dangereux. Seul le vaccin peut vous sauver. Faites-vous vacciner. Le gouvernement prend soin de vous. N'écoutez que les médias officiels. Les médias ne mentent jamais. Les ministres ne mentent jamais. Les mesures sont au-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour une vie saine, vivez dans la peur. Seul le vaccin peut vous sauver. Faites-vous vacciner. Le gouvernement prend soin de vous. Suivez attentivement les instructions. C'est votre nouvelle liberté. Faites-vous tester régulièrement.